Dès hier soir, des danses et des chants. Ces Libanais célèbrent l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. On est tellement heureux, même s'il y a eu des martyrs, des morts, des déplacés. Les déplacés, dès que les armes se sont tues tôt ce matin, ils ont pris la route en direction du sud du Liban. Matelas sur le toit, retour à la maison. On avait tellement peur quand on était chez nous, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais Dieu merci, ce qui est arrivé appartient maintenant au passé. Que vont-ils trouver à destination? Cette guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah, avec son lot de destruction, aura duré plus d'1 an et entraîné la mort de plus de 3800 Libanais. Le Hezbollah n'a ni désarmé, ni capitulé. Même affaibli, ses militants, drapeaux de la milice chiite à la main, célèbrent eux aussi la trêve. Selon l'accord poussé par Washington, la milice chiite doit retirer ses hommes de la zone frontière. L'armée israélienne quittait le sud du Liban dans les 60 jours. Les militaires libanais déployés à la frontière. Cette trêve peut-elle tenir? Côté israélien, le Premier ministre met en garde. Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons. S'il tente de reprendre ses activités terroristes près de la frontière, nous frapperons. L'État hébreu veut maintenant concentrer ses efforts sur l'Iran, la bande de Gaza et le Hamas, qui détient toujours 97 otages israéliens. Et nous sommes avec Patricia Coder. Bonjour, vous êtes journaliste indépendante et basée à Beyrouth. Vous nous parlez depuis Beyrouth. Bonjour à vous. Nous sommes également avec Younes Belfella, spécialiste du Moyen-Orient, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du think tank MedFocus. Bonjour monsieur. Thierry Coville, vous êtes chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Et puis Hugues Huette, notre grand reporter et spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous Hugues. Alors on va tout de suite vous demander, Patricia Coder, comment ça se passe sur place puisque vous êtes à Beyrouth. Quelle est l'atmosphère à Beyrouth, dans la capitale libanaise, depuis ce matin ? À Beyrouth, j'ai toujours dit, depuis que je suis sur votre plateau, qu'il y a plusieurs Libans. Donc, à Beyrouth, aujourd'hui, les habitants du Sud, les habitants de la Bekaa, les habitants de la banlieue Sud sont partis chez eux. Ils sont rentrés chez eux, avec beaucoup d'entre eux faisant le signe de la victoire, avec les drapeaux du Hezbollah. Et il y a aussi un autre Liban. Ils sont rentrés chez eux pour découvrir une destruction massive des villages. Ils disent qu'ils veulent reconstruire. On se demande déjà avec quel argent ils vont reconstruire. Le Liban est un État failli qui n'a pas les moyens de reconstruire le Liban Sud ou la Bekaa. Ça, c'est de un. Il y a un autre Liban qui est le Liban loin un peu du Liban Sud, où on commence à préparer autre chose, où on se dit, voilà, le Hezbollah a été affaibli, c'est vrai qu'il est en train de crier victoire, mais maintenant c'est le moment de désarmer le Hezbollah d'une façon ou d'une autre. Et déjà, dès aujourd'hui, il y a eu des déclarations de chefs de partis politiques qui disaient, on va appliquer l'accord de Taïf. L'accord de Taïf stipulait que toutes les milices libanaises Patricia qui avaient Coder, participé si à vous la guerre permettez, civile remettent les armes. Si vous permettez, pardon. Bien sûr, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans notre développement, mais on voulait savoir quelle est l'atmosphère exacte dans les rues de Beyrouth aujourd'hui et dans le pays en général. Est-ce que c'est calme? Est-ce que tout est calme? Et est-ce que c'est un calme qui paraît presque inhabituel après 2 mois de guerre ouverte? Hier, Beyrouth a été très lourdement bombardée. Beyrouth, la ville, c'est-à-dire la ville administrative. Beyrouth, la capitale administrative. Aujourd'hui, même à midi, on avait encore l'odeur de la poudre, l'odeur du brûlé. Ça sentait encore l'odeur du brûlé à Beyrouth. Il y a eu, dès le matin, dès 4 heures du matin, les déplacés sont partis vers leur village. Il y avait un embouteillage monstre ce matin. Là, pour arriver au sud, il faut attendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. À Beyrouth, ça commence à avoir moins d'embouteillages, mais il y a toujours des gens dans les écoles qui se préparent pour partir, mais qui ne sont pas encore partis. Dans les écoles, il y a encore toujours du monde, mais il y a déjà des gens qui rentrent dans la Bekaa et qui rentrent, voilà. Vous voyez ça, ça pourrait durer 2 ou 3 jours. Il est quelle heure chez vous à Beyrouth? Il est 16h01. 16 heures, donc, et pour l'instant, le cessez-le-feu est respecté. C'est le soulagement qui s'est emparé de la population. Qu'est-ce qui prédomine chez les Libanais?
Nous, on est dans l'expectative, on ne sait pas. Il y a 60 jours, on va attendre ce qui va se passer. Ce matin, par exemple, l'armée israélienne avait dit, parce que l'armée israélienne ne s'est pas retirée de certains villages, il y avait des incursions israéliennes dans les villages de la bande frontalière. Donc l'armée israélienne a dit, s'il vous plaît, ne vous approchez pas. Ariam, il y a eu des miliciens du Hezbollah qui sont entrés, qui ont essayé d'entrer à Khiam et les Israéliens ont bombardé. L'armée libanaise s'est déployée dans les villages de Kfar Kila et de Khiam qui sont vraiment limitrophes d'Israël pour empêcher les gens de rentrer chez eux. En tout cas, s'ils veulent rentrer, il n'y a plus de villages. Les villages ont été entièrement rasés. Justement, sur ces villages, Hugues, on se tourne vers vous. Quelles sont les conséquences de cet accord, de ce cessez-le-feu sur la population et sur ces déplacés? Est-ce qu'ils vont tous pouvoir rentrer chez eux? Comment ça se passe? Alors, c'est un cessez-le-feu, tout le monde l'a dit, fragile, donc le temps va faire son effet et on verra ce qui va se passer. D'abord, il faut comprendre ce qui doit se passer normalement au terme de cet accord. Donc, on va peut-être voir avec une carte le déroulé des opérations des prochaines semaines. Alors, le Hezbollah, lui, il va reculer au-delà du fleuve Litani. C'est environ 30 km de la frontière avec Israël. On le voit sur cette carte. Donc, le Hezbollah en jaune. C'est l'application, en fait, de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait mis fin à la guerre en 2006. Israël, de son côté, donc vous le voyez au sud, se retire donc de ses positions, des positions qu'elle a acquises, on le voit ici en violet, des positions qu'elle a acquises dans le sud Liban. Et puis, il y a un déploiement sur toute cette bande, donc à la fois violette et rose, de l'armée libanaise. Combien d'hommes? On n'en sait rien, on parle de 5-10 000 hommes, sur un total, sur des effectifs totaux de 60 000 hommes. Et puis, donc, un redéploiement, si j'ose dire, de la FINUL, qui est déjà présente, la FINUL, donc c'est la force d'intervention des Nations Unies et qui agit en tant qu'observateur et qui est déployée donc au Liban depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a 700 Français donc dans cette FINUL. Au-delà donc de ce travail, et pour vérifier effectivement qu'il est bien mis... que l'accord suit son cours. Donc, il y a un comité international qui est composé notamment donc, des États-Unis et de la France. Dans un premier temps, Netanyahou ne voulait pas entendre parler de la France, mais on y reviendra peut-être, c'est pour d'autres raisons. Et puis, Israël aurait obtenu des assurances de Washington aussi sur leur soutien à une action militaire si d'aventure le Hezbollah ne respectait pas les termes de l'accord. On va y revenir peut-être plus tard aussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, Netanyahou est tout sauf naïf. Donc il sait quelles sont les failles et les points faibles de ce cessez-le-feu, notamment une armée libanaise qui est très faible, qui est dans l'incapacité probablement d'assumer ce rôle, une FINUL dont on a vu qu'elle n'était pas en capacité de faire quoi que ce soit, elle n'a pas de pouvoir coercitif. Donc on va voir le Hezbollah qui n'est pas non plus, c'est ce que disait notre journaliste à Beyrouth, qui n'est pas forcément non plus un partenaire de confiance. Donc il y a évidemment le dessous des cartes et on va essayer de voir avec pourquoi Netanyahou finalement s'est résolu à ce cessez-le-feu. Il y a évidemment sans doute intérêt aujourd'hui. On va bien évidemment revenir sur ce cessez-le-feu, sur ses conditions et sur la manière dont tout cela s'est fait et sur la logique et la stratégie de Benyamin Netanyahou. Mais d'abord, Younes Benfea, j'aimerais qu'on parle de la population libanaise, ces déplacés qui reviennent. Qu'est-ce qu'ils risquent de trouver? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir de retour chez eux? Tout d'abord, il faut rappeler quand même que le Liban, il a commencé la guerre contre Israël, c'était à partir du 8 octobre 2023, c'est-à-dire le lendemain de cet octobre. Il y avait une décision de Hezbollah de faire ce qu'il a appelé le front de soutien à la bande du Gaza. Et les hostilités ont commencé à ce moment-là, mais on peut dire que la guerre ouverte a commencé il y a 2 mois. Exactement, même si la condition à l'époque qui était posée par le Hezbollah, c'était un retrait d'Israël de la bande de Gaza pour un cessez-le-feu dans la région. Maintenant, dans les 2 derniers mois, effectivement, comme vous l'avez rappelé, Israël a perfectionné sur le plan militaire, elle a pu même amputer toute la chaîne de commandement du Hezbollah et les grands dirigeants du Hezbollah. Actuellement, après 2 mois de guerre intensive, principalement dans le site de Liban, on est quand même sur plus de 3800 morts de la part des Libanais, 900 000 déplacés qui vont revenir dans cette région, dans la région du sud, une région quasiment détruite. La question qui se pose actuellement, c'est la reconstruction du Liban. Et qui va financer la reconstruction de Liban? C'est-à-dire que ceux qui ont fait le cessez-le-feu hier, c'est-à-dire les États-Unis et la France, certainement ils ne seront pas les principaux financiers
de la reconstruction du Liban. Il faut penser peut-être à impliquer les pays du Golfe. Je crois que c'est même la stratégie des États-Unis. Est-ce qu'ils veulent aller vers une reconstruction du Liban sans avoir des garanties d'un désarmement complet de la part de Hezbollah? Parce que l'accord, en fin de compte, c'est quoi? C'est en fait une mise à jour de ce qui s'était passé en 2006, pas plus que ça, avec plus de responsabilités pour les États-Unis. Mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas parler de garantie, même si que je vois, au moins sur le plan politique, qu'il y a une volonté internationale, y compris d'Israël, d'accepter ce cessez-le-feu. Thierry Coville, c'est un pays dans quel état le Liban aujourd'hui? Alors moi, je suis plus spécialiste de l'Iran que du Liban, mais, oui, je suis économiste de formation. C'est vrai que c'est un pays qui va mal, qui vient de traverser une crise économique très grave. Donc on peut imaginer effectivement que ce conflit, comme dans n'importe quel pays, ce conflit va aggraver la situation économique. Et manifestement, c'est de l'extérieur que devront venir les fonds pour participer à la reconstruction. Que reste-t-il du Hezbollah? Parce qu'on en parlait justement dans ce cessez-le-feu, il y a deux parties, Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah qui a été décimé, on le sait, par l'armée israélienne, par Tsahal, avec notamment l'élimination de son chef historique, Hassan Nasrallah, c'était fin septembre. Que reste-t-il de ce Hezbollah? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en a une idée? Hugues, d'abord. Ce qui se dit, et c'est toujours assez difficile à vérifier, parce qu'avoir une connaissance exacte de l'arsenal du Hezbollah jour après jour, c'est pas évident. 80%, on va dire, des capacités militaires du Hezbollah auraient été détruites par les frappes israéliennes et les opérations terrestres. C'est un chiffre sur lequel à peu près tous les observateurs s'accordent. Cela étant, il y a une autre question qui se pose, c'est il ne faut pas que le Hezbollah se réarme. Sinon, c'est un retour à la guerre. Et c'est l'une des conditions sine qua non d'Israël. Alors, comment faire pour que le Hezbollah ne se réarme pas? C'est de couper les voies d'approvisionnement entre l'Iran et le Liban, notamment le sud Liban, mais aussi le sud de Beyrouth, et voire l'aéroport aussi éventuellement. Et ça, c'est une opération qui est effectuée donc par Israël depuis quelque temps, qui est de bombarder les routes d'approvisionnement de ces armements qui passent par la Syrie. Il y a eu de très violents bombardements sur ces routes depuis 3 semaines environ. Thierry Coville, justement, sur ces chemins, sur ces passages qui passent notamment... Oui, je pense qu'il faut rester prudent, parce que si on regarde l'armement iranien vers le Hezbollah, passe par la Syrie. Ça fait plusieurs années qu'Israël bombarde quand ils veulent, aucun problème vis-à-vis du respect du droit international de la Syrie. Ils annoncent toujours que voilà, on a encore bombardé la Syrie. Quelque part, je note que les armements, ils arrivent toujours auprès du Hezbollah. Donc je pense que c'est pas nouveau. Il y a une volonté de faire en sorte que le Hezbollah se réarme pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que les Iraniens appellent l'axe de résistance, donc dont le Hezbollah, c'est vraiment la clé de voûte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept d'axe de résistance contre Israël, pour les plus radicaux en Iran, c'est très très important sur le plan idéologique. Donc quand j'entends dire l'Iran laisse tomber le Hezbollah et se concentre sur le nucléaire, c'est faux. Si vous voulez, pour la façon dont pense par exemple le guide Ali Khamenei, cette question du soutien à l'axe de résistance, la lutte contre Israël, c'est très important. Donc, qui fasse le gros dos et qui fasse une petite pause, c'est d'accord. Par contre, je pense qu'ils n'ont surtout pas envie d'arrêter d'aider le Hezbollah. Cette trêve, finalement, est-ce que c'est Younes Belfella, et vous répondrez également après, Thierry Coville, est-ce que c'est une bataille perdue pour l'Iran, finalement? Je crois que pour les Iraniens, il y avait toujours une double stratégie. Il y avait la stratégie des proxys qui est toujours utilisée pour minimiser le risque sur l'Iran. Il y avait bien évidemment la question du nucléaire qui représente l'assurance vie pour le régime iranien. Actuellement, certes, on le sent d'ailleurs, la déclaration de Netanyahou, elle est impliquée comme quoi nous allons se concentrer sur l'Iran. Donc il y a une volonté américaine et israélienne de se focaliser sur l'Iran. En plus, il y a une préparation de terrain avec l'arrivée de Trump, qu'on sait parfaitement qu'il y a une position hostile contre l'Iran et qui peut même remettre encore les mesures de ce qu'il appelait la politique de la pression maximale. Maintenant, effectivement, pour le Hezbollah, sur le plan militaire, il était touché. Je suis d'accord, sur 80%, peut-être 2/3 de l'armement de Hezbollah, il était détruit. Mais il faut rappeler quand même qu'on parle du Liban. C'est un pays institutionnellement très fragile. Donc l'institution qui doit prendre le relais sur le plan militaire, c'est l'institution militaire libanaise. Elle est extrêmement fragile. Et elle doit aussi prendre des concessions pour impliquer les combattants du Hezbollah. Parce que c'était ça, en fait, la voie depuis 2006 déclarée de la part de beaucoup de partisans libanais. Maintenant aussi, par rapport à ces 2 derniers mois, je crois que l'option
d'une guerre civile au Liban, elle était très négligée parce qu'on a vu quand même il y avait une solidarité avec les habitants du Sud et avec même les combattants du Hezbollah. Ce qui manque actuellement pour le Hezbollah, et c'est un petit peu ce qui est dangereux, c'est qu'il n'y a pas de stratège, c'est qu'il n'y a plus de commandement. Et c'est très dangereux pour Israël. D'ailleurs, c'est pas la fin de Hezbollah. C'est que le grand problème d'Israël, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes d'une façon définitive et qu'il y a toujours une nouvelle génération, soit de la part des Palestiniens ou bien des Libanais, qui va commencer à s'armer, qui va commencer à faire de la lutte et qui va commencer à s'aligner avec cette idéologie de la résistance. Donc, tant qu'il n'y a pas un projet de paix concret sur cette région et une solution politique, on ne peut pas parler d'autre chose. Thierry Coville, tous les regards d'Israël sont désormais tournés vers l'Iran? C'est pas nouveau non plus. Je veux dire, ça fait... D'ailleurs, du côté iranien, ils pensent que c'est un piège. Donc, depuis le 7 octobre, si vous voulez, pour donner des éléments importants, l'axe de résistance, donc c'est pas vraiment des proxys, parce que proxy, ça va être comme s'ils se battaient pour l'Iran. Ils ont des alliés dans la région qui sont légitimes localement, comme les Houthis au Yémen ou les milices chiites en Irak, le Hezbollah au Liban, mais qu'effectivement, il y a un accord idéologique avec l'Iran pour se battre contre Israël, pour avoir une résistance armée contre Israël. Il y a un deuxième élément qui vient d'être donné, qui est important pour l'Iran, c'est une force de dissuasion. C'est-à-dire, vous m'attaquez sur mon terrain, j'utilise mes alliés pour développer le conflit sur le plan régional. Donc, depuis le 7 octobre, l'Iran voit deux choses. Voit que l'axe de résistance, sur le plan idéologique, je le répète, mais c'est très important pour eux. Donc, il est évident qu'ils vont le soutenir. D'un autre côté, ils voient bien le piège dans lequel veulent faire tomber Netanyahou. Parce que vous parliez de piège. Le piège du côté iranien, je veux dire, leur perspective, c'est qu'ils voient bien que Netanyahou, il rêve que d'une chose, c'est qu'il y a un conflit direct avec l'Iran et qu'il puisse mettre les États-Unis dans ce conflit. Ce serait une occasion rêvée pour Netanyahou. Enfin, il y a deux agendas qui peuvent se rencontrer. Ça a déjà été esquissé. C'est évidemment l'agenda de Benyamin Netanyahou qui est obsédé par l'Iran et obsédé par l'idée que l'Iran ne puisse pas acquérir l'arme atomique. Je rappelle qu'Israël dispose du monopole de l'arme atomique dans cette région. Donc ça, c'est côté Netanyahou. Et puis côté américain, c'est l'arrivée de Donald Trump. Et Donald Trump, de par le passé et même aujourd'hui, ne cache pas sa très forte hostilité envers l'Iran. C'est quand même lui qui a emmené les États-Unis vers un retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et qui a donc coupé, on va dire, les voies du dialogue qu'avaient entamé les Européens, les Américains à l'époque d'Obama avec le régime iranien. Donc oui, il y a peut-être une conjonction d'intérêts et de là à se dire que en gros, on a à peu près résolu le problème pour l'instant au Liban avec un Hezbollah qui est très amoindri. Pour Gaza, on verra. On va essayer de faire traîner les choses parce que sinon, ça peut me poser des problèmes sur le plan de la politique intérieure. Voilà, maintenant, concentrons-nous sur le véritable ennemi, le faiseur d'ordre, à savoir le donneur d'ordre, à savoir l'Iran. Patricia Coder, vous écoutez ces débats autour du rôle de l'Iran et de l'antinomie d'Israël, de Benyamin Netanyahou avec le régime iranien. Quand on est au Liban aujourd'hui, à Beyrouth, comme vous l'êtes, on se sent pris en étau entre deux puissance entre l'Iran et Israël. Comment les Libanais vivent-ils ça? Comment on vit ça? Nous, vous savez, le Liban, c'est plusieurs communautés. Et on a eu un Hezbollah durant 20 ans qui était vraiment le parti, le bras, le proxy de l'Iran au Liban. Et après, ça fait 15 ans qu'il est le proxy de l'Iran en Syrie. Et on a été durant 20 ans sous la botte du Hezbollah. Il faut jamais oublier que le Hezbollah, donc le proxy de l'Iran, le Hezbollah a beaucoup insulté, a tué des hommes politiques libanais en offrant des baklavas. Après, chaque fois, on voyait, ils offraient dans les rues de Dahieh des baklavas après avoir tué beaucoup de monde. On ne va pas oublier ce qu'ils ont fait après l'explosion du port. Le port est à 50 mètres de chez moi. Il est là, le port, à 50 mètres à vol d'oiseau. Donc, l'explosion du port, c'est les armes du Hezbollah qui nous ont... Il n'y a pas eu une enquête. Ils ont entravé l'enquête à plusieurs reprises. Et ça, les Libanais ne sont pas prêts de l'oublier. Ce que les Libanais ont fait durant ces 2 mois, les autres Libanais, je parle des Druzes, je parle des chrétiens, je parle des sunnites, même
même si quelque part le Hezbollah a été très arrogant avec eux durant 20 ans. Ils ont accueilli les réfugiés, les déplacés à bras ouverts. Après tout, on est tous libanais et on a tous vécu des guerres, on a tous été déplacés quelque part. Et là, je pense il va y avoir un dialogue quelque part entre le Hezbollah qui est amoindri et les autres communautés libanaises. Comment on se sent quand on est entre l'Iran et Israël? Je ne sais pas, on est un pays très fragile, on est un pays qui a 18 communautés, chacun a des affinités quelque part, chacun a une idée de son pays. Moi, j'irai beaucoup plus vers l'Amérique, qui est le parrain de cet accord. Et on a des informations au Liban, même si c'est pas blanc sur noir. On sait par exemple, depuis dans les coulisses, ça fait deux jours qu'on entend que ça sera un général américain qui va être à Beyrouth, c'est-à-dire c'est un autre général Gouraud. Le général Gouraud, c'est lui qui a créé le Liban en 1920, c'est le général français, le général Gouraud, qui était là. Donc, on sait on entend dire qu'il y a un général américain qui va arriver, qui va surveiller cette trêve. Donc voilà, on sait qu'il y a l'ambassade américaine, c'est la plus grande ambassade au Moyen-Orient qui a été construite à Beyrouth. Donc on prend cela en compte. Moi, pour ma part, si j'ai à choisir entre l'Iran et les Américains, je choisirais les Américains. Le Liban va toujours rester un pays faible. C'est un pays, je l'ai dit, à plusieurs communautés, plusieurs courants. C'est un pays très complexe. Et c'est un pays tout petit comme un mouchoir de poche. Et c'est un pays qui peut-être ne sera vraiment jamais un pays fort. Mais finalement, on va à un moment pouvoir vivre en paix tous ensemble, qu'on commence par les communautés libanaises. Aujourd'hui, ce que j'ai vu à la télé, j'ai vu le porte-parole du Hezbollah, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, qui n'a à aucun moment, même si on voit dans les rues les gens qui font le signe de la victoire ou les drapeaux du Hezbollah, à aucun moment il n'a parlé de victoire. Il a parlé de dialogue, il a parlé de paix avec les autres Libanais, il a remercié les gens qui ont accueilli le Hezbollah, le chef du Parlement, qui est le Parlement, Nabi Berri, qui est le chef, qui est le parrain de cet accord entre le Hezbollah et Israël. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'il ne veut pas élire un président de la République parce qu'il veut imposer un homme qui est pro-Hezbollah. Patricia Coder, aujourd'hui, ce matin, il dit voilà. Patricia Coder, j'en profite que vous parliez de coopération potentielle entre le Hezbollah et l'armée libanaise et l'État libanais. On vient d'apprendre que le Hezbollah dit qu'il va coopérer avec l'État pour le déploiement de l'armée dans le sud du pays. Il va renforcer ce déploiement dans le sud qui est frontalier avec Israël. Younes Belfella, ce cessez-le-feu, cette déclaration du Hezbollah qui va coopérer, rend ce cessez-le-feu encore plus crédible? Je crois que c'est très clair de la part de Hezbollah qu'il annonce ce genre de déclaration. Ce qui s'était passé, c'est tout sauf une victoire pour Hezbollah. Certainement. Il connaît parfaitement qu'il a perdu beaucoup de sa capacité de nuisance, de sa capacité de dissuasion, et c'est plus l'image qu'il a après la guerre de 2006. Y compris au niveau interne en Liban. Maintenant, certes que le maillon faible de la chaîne politique libanaise, c'est certainement l'armée libanaise, qui reçoit des aides, de l'argent de la part des Français, des Américains, des Occidentaux, mais qui n'arrive pas à s'imposer comme un acteur politique qui arrive à fédérer toutes les partis politiques et toutes les confessions libanaises. Maintenant, pour le Hezbollah, ce qu'il cherche, c'est la survie. Ce qui est en train de se passer pour le Hezbollah, c'est justement la survie. D'ailleurs, il y avait même la délégation des pouvoirs politiques de Hezbollah, et c'était déclaré de la part du chef de Hezbollah, au mouvement Amel, qui est un rival historique de la confession chiite pour le Hezbollah. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, c'est un cessez-le-feu qui est très intéressant pour le moment, mais bien évidemment, ça implique d'autres scénarios pour la région, parce que là, on parle de Liban, mais pour le Gaza, il n'y a rien jusqu'à maintenant. Et ça va être très compliqué d'avoir un cessez-le-feu pour le Gaza. Parce que c'est une région, le grand problème du Gaza actuellement, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. Au Liban, Israël a trouvé avec qui elle peut bien évidemment négocier. Mais c'est très compliqué pour Gaza. Il y a la question de Gaza, vous le disiez, c'est l'étape suivante. C'est en tout cas ce que Joe Biden a déclaré, le président américain. Écoutez-le. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel and others to achieve a ceasefire in Gaza, with the hostages released and the end of the war without Hamas in power. Hugues, Gaza, c'est l'étape suivante.
C'est la prochaine étape, mais comme le disait notre invité, ça va être autrement compliqué pour de nombreuses raisons. Alors d'une part, le Hamas, effectivement, prend acte de son isolement aujourd'hui, puisque la Hezbollah le lâche de facto, en acceptant ce cessez-le-feu, puisque c'était l'objectif de l'entrée en guerre du Hezbollah, c'était justement de soutenir le Hamas dans sa confrontation. Donc voilà, il prend acte et il se dit prêt à un accord de cessez-le-feu et un accord sérieux pour échanger des prisonniers. Je rappelle qu'il y a quand même une centaine d'otages, sans doute une quarantaine d'otages, une centaine d'otages israéliens, dont une quarantaine sont sans doute morts. Et ça, c'est quand même une épine dans le pied. Une soixantaine encore vivants. C'est ça, voilà. Et c'est une épine dans le pied du gouvernement Netanyahou et de Benjamin Netanyahou lui-même, puisque c'est une partie de son action qui est réfutée par les Israéliens, ou de son inaction par rapport aux otages. Donc voilà, là, les choses sont posées. Mais cela étant, à Gaza, il n'y a plus rien. Alors, il n'y a plus rien géographiquement et en termes de destruction de bâtiments, etc., d'écoles, de mosquées, d'hôpitaux, de tout ce que vous voulez. Mais il n'y a plus rien aussi au niveau de la gouvernance. Et cette gouvernance, eh bien pour l'heure, Netanyahou ne veut pas en entendre parler. En tout cas, c'est tout sauf le Hamas. C'est d'ailleurs ce que Joe Biden a dit. Maintenant, il faut appuyer pour négocier un cessez-le-feu. Et ce serait un vrai succès, effectivement, pour cette administration américaine s'il y avait un cessez-le-feu juste avant son départ. Mais Netanyahou a une autre contrainte, c'est son gouvernement. C'est son gouvernement. Ben Gvir, donc l'un des ministres d'extrême droite qui fait partie donc de ce gouvernement, qui est peut-être le plus, on va dire le plus radical, il l'a dit hier très, très, très simplement, il a dit s'il y a la paix au nord, donc au Liban, et la paix au sud, je fais sauter le gouvernement. Voilà, la règle, elle est aussi simple que cela. Donc Netanyahou, il va en tenir compte, et il en a toujours tenu compte depuis le début de la guerre atroce qu'il mène à Gaza. Inès Belfela, quelles sont les chances d'obtenir aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, un cessez-le-feu à Gaza ? C'est très compliqué parce que ce qui dépend de Gaza, c'est le manque d'un projet politique. C'est-à-dire, on ne sait pas, est-ce que Gaza va être sous la tutelle d'Israël ? Est-ce qu'elle va être donnée à l'autorité palestinienne qui est largement faible et on le voit clairement en Cisjordanie. C'est vrai que dans les médias, on parle peu de Cisjordanie, mais il y a aussi des implantations coloniales israéliennes qui ne s'arrêtent pas en Cisjordanie. Et deuxièmement, c'est aussi la partie des voisins, c'est-à-dire l'Égypte qui est une partie ou qui est un élément très important ou un acteur dans Gaza. Donc, il faut prendre aussi l'avis de l'Égypte par rapport à ce qui peut se passer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et effectivement, il faut souligner que pour les Américains, pour Biden, c'était une façon de démontrer qu'il est moins puissant par rapport à tout ce qu'il a fait pendant son mandat pour le Moyen-Orient. Pour les Israéliens, ou pour Israël, il faut distinguer. Il y a une stratégie d'Israël, de l'État d'Israël, il y a une stratégie de Benjamin Netanyahou. On parle d'un monsieur qui est accusé par la Cour internationale de justice. Là, il y a un mandat d'arrêt. Qui a délivré un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou il y a quelques jours. Et effectivement, et la déclaration de G7 dernièrement, elle dit qu'on va respecter ce mandat d'arrêt. Donc, c'est quelqu'un qui cherche sa survie politique. Déjà, avant le 7 octobre, il avait des problèmes au niveau judiciaire, il avait des problèmes avec l'opposition. C'est vrai que si vous entendez Ben Gvir ou Smotrich, il parle d'Israël géant dans la région. Justement, une question qu'on se posait avec Hugues, peut-être que vous allez avoir un élément de réponse. On se demandait quel était le poids de ce mandat d'arrêt international délivré par la CPI sur les éventuelles concessions faites par Benjamin Netanyahou ou sur l'éventuel apaisement du dialogue et la possibilité d'un cessez-le-feu. Ça a joué, ça n'a pas joué, il en a... Je crois que oui, mais il faut rappeler quand même, ça reste quand même un geste symbolique très fort. Et sur le plan juridique, il est très intéressant. Maintenant, sur la partie politique, est-ce qu'il sera appliqué par les alliés d'Israël ou non ? C'est ça la grande question. Ce qui est sûr, c'est que une fois cette guerre va terminer, le lendemain de cette guerre, ça va être très dur pour Benjamin Netanyahou de rester au pouvoir en Israël. Et il doit rendre compte de tout ce qu'il a passé. Il a des conflits avec l'armée, avec les services de renseignement, avec l'extrême droite israélienne, avec la population déplacée en nord et en sud, avec les familles des otages et avec la presse. Il faut juste voir ce qu'il dit récemment sur Haaretz concernant la liberté de presse en Israël. Quand même, c'est la démocratie, la seule démocratie. Exactement. Quotidien de gauche, très critique vis-à-vis de Netanyahou, mais quotidien de référence. Et quand même, on parle d'Israël, quand même, c'est la seule démocratie dans la région du Moyen-Orient. Moi, je crois que Benjamin Netanyahou, il est en train de chercher sa survie politique, il est en train de tout faire pour éviter une reddition des comptes devant les Israéliens. Maintenant, ce qui va se passer pour Gaza dépend également de toute la communauté internationale et de toute la région. On y revient. Il est de plus en plus isolé, Hugues, Benjamin Netanyahou ?
Je dirais que pour l'instant, le moment est plutôt favorable. Il a été extrêmement défavorable pendant un certain temps, notamment à cause de cette question lancinante des otages et puis de l'impopularité très forte dont il était l'objet pendant des mois et des mois, avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Il y aura l'heure des comptes qui va arriver effectivement lorsqu'une commission pourra se pencher sur ce qui s'est réellement passé le 7 octobre, en tout cas en termes de responsabilité politique. Alors, pour l'heure, non. Il est plutôt dans une phase ascendante, on va dire, puisqu'il n'y a pas eu tellement d'opposition quand il a lancé, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, il n'y a pas eu tellement d'opposition quand il a lancé sa guerre contre le Hezbollah. C'est effectivement un ennemi détesté par 90% des Israéliens. C'est ça, il y a quand même 60 à 70 000 Israéliens du nord de la Galilée donc, qui ont dû quitter leur maison parce qu'ils étaient l'objet de tirs de roquettes de la part du Hezbollah. Donc dans ce cas, dans cette perspective-là, il y a un quasi-consensus sur oui, il fallait frapper le Hezbollah. Juste un point très brièvement, c'est que juste par rapport à votre question, parce que vous dites qu'est-ce qui a pesé pour arriver à cet accord de la part des Israéliens, c'est certainement quand même la fatigue de cette guerre. On parle d'une guerre qui dépasse plus d'un an. Je crois que c'est la première guerre depuis la création d'État d'Israël, avec ce temps, avec cette charge, avec plusieurs fronts. La fatigue de la population, la fatigue de l'armée également. De l'armée et de la population. Et puis des stocks de munitions peut-être. Exactement, et surtout de l'économie israélienne. Parce qu'on parle peu de l'économie israélienne, mais on parle de quand même 400 000 personnes qui sont dans la réserve de l'armée israélienne, 20% de la perte de l'économie israélienne pendant cette année, des secteurs complètement en arrêt, voire en pause. Donc forcément, ce qu'il est en train de chercher Benjamin Netanyahu, c'est d'arrêter le front libanais pour se concentrer peut-être sur le front de Gaza et donner quand même un moment de pause pour l'armée israélienne. Thierry Kovic, j'aimerais qu'on revienne sur le rôle de l'Iran, parce que vous êtes spécialiste de l'Iran, je le rappelle. On parle de ce qui se passe à Gaza ou d'un éventuel cessez-le-feu qui pourrait être négocié dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Comment l'Iran regarde-t-il un potentiel cessez-le-feu dans la bande de Gaza ? On ne le dit pas souvent, mais c'est ce qu'ils demandent depuis le 7 octobre. Ils demandent un cessez-le-feu. Donc, effectivement, ils ont employé une stratégie à 2 niveaux. Donc, ils demandent un cessez-le-feu à Gaza. Alors, ils ont dit, on utilise d'abord la force. Donc, ils ont fait jouer leurs alliés régionaux avec l'idée de dire le Hezbollah attaque Israël, les Houthis attaquent en mer Rouge. Et il y a eu des attaques contre les bases américaines des milices chiites en Irak en disant que s'il n'y a pas un cessez-le-feu, en fait, c'était une idée ils faisaient passer un message aux États-Unis, faites pression sur Israël pour qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza, sinon le conflit va se développer. Donc ça, c'était assumé. Mais ils voulaient un cessez-le-feu. Les Houthis veulent un cessez-le-feu, on ne le dit pas souvent, mais donc tout le monde veut un cessez-le-feu. Donc c'est la clé. Il y avait aussi une stratégie diplomatique, ça aussi on ne le dit pas souvent. Ils ont voté quand même la résolution demandant un cessez-le-feu aux Nations Unies. Et ce qui était intéressant dans cette résolution, alors vous savez, l'Iran, un des grands problèmes avec la question palestinienne, c'est qu'il refuse la solution à 2 États. Or, dans cette résolution, la solution à 2 États était explicitement affirmée. Donc ça veut dire que, pour répondre à votre question, ils veulent un cessez-le-feu. Alors effectivement, ils ont utilisé leurs alliés régionaux pour faire une pression militaire contre Israël et surtout contre les États-Unis en disant, voilà, si vous n'agissez pas, il y aura un conflit régional. Je reformule ma question pour qu'on comprenne bien. Quel est l'intérêt de l'Iran à vouloir un cessez-le-feu à Gaza ? Non, mais si vous voulez, l'Iran dans cet affrontement avec Israël, je répète au début, ils sont quand même très conscients des problèmes stratégiques. Donc ils savent qu'ils doivent éviter un conflit direct avec Israël. Donc leur stratégie avec l'axe de résistance, c'est plutôt d'affaiblir Israël dans le long terme, avec leurs alliés régionaux. D'un autre côté, ils voyaient bien qu'ils ont un intérêt au cessez-le-feu, parce que quelque part, pour eux, la question palestinienne est revenue au devant de la scène. Ce qu'ils veulent, c'est préserver leurs alliés régionaux. Ils ne veulent pas qu'ils s'épuisent dans une guerre sans fin. Donc, depuis le début, je le répète, c'est l'objectif officiel de l'Iran. C'est un cessez-le-feu. C'est toujours difficile avec l'Iran. C'est qu'ils sont très radicaux sur le plan idéologique contre Israël. D'un autre côté, ils sont pragmatiques. Ils ont bien vu qu'ils ont un intérêt à un cessez-le-feu à Gaza. La question clé, quand on parle de l'Iran, c'est la question du nucléaire. C'est ça que Benjamin Netanyahou compte peut-être, sur lequel il compte se concentrer dans les prochaines semaines, l'Iran et le nucléaire. Si je peux me permettre, parce qu'il y a une petite contradiction. Je me permets sur la position israélienne de Netanyahou, parce qu'il y avait cet accord de 2015
qui garantissait que le programme nucléaire iranien reste civil jusqu'en 2025. Donc, ça va venir à la fin. Je parle de Or, nucléaire civil jusqu'à présent. Un des pays qui a œuvré pour que Trump sorte de cet accord, c'est Israël. Donc, je trouve ça un petit peu contradictoire maintenant de dire attention, l'Iran est près de la bombe atomique, alors que Netanyahou a œuvré pour que Trump sorte de l'accord. Effectivement, c'est la grande question. Alors, tout à l'heure, on est resté sur Trump très anti-iranien et Trump qui est sorti de l'accord. Il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, notamment en Iran, parce qu'ils ont noté, ils regardent quand même bien ce qui se passe aux États-Unis, que Trump a fait un certain nombre de déclarations en disant « Moi, j'ai rien contre l'Iran. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'ils n'aient pas la bombe nucléaire. » On parle d'une rencontre, alors là, il y a 1 milliard de questions, mais d'une rencontre d'Elon Musk avec le représentant de l'Iran aux Nations Unies. Bon, je pense qu'elle a eu lieu. Donc, très clairement, il y a Ali Larijani, qui est un conseiller proche du guide, qui a dit « On est prêt à discuter avec les États-Unis sur la question nucléaire. » Je pense qu'ils sont même prêts à discuter sur la question régionale. Donc, tous ces signaux montrent que, voilà, il y a des signaux de part et d'autre. Est-ce qu'il se prépare des négociations directes avec Trump, avec l'Iran? Il y a 1 milliard de questions. Surtout que du côté iranien, notamment le guide, il y a une énorme, on va dire, une haine vis-à-vis de Trump, parce que c'est quand même lui qui a donné l'ordre de tuer le général Soleimani en 2020. Donc, oui, justement, l'élection de Trump, qu'est-ce qu'elle va changer? Ils sont pragmatiques. Ils détestent. Khamenei l'a dit ouvertement. Il ne voulait même pas parler. Vous savez, il y a eu une fois, je crois, l'ancien Premier ministre japonais qui est arrivé en 2020 en Iran pour faire un petit peu l'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Et vous avez une scène incroyable où Ali Khamenei dit « Moi, je ne veux même pas parler à Trump ». Il le dit à l'émissaire japonais. Donc, il y a une haine. Hein. D'un autre côté, on en revient toujours à l'idée, ils sont pragmatiques. Ils veulent éviter quand même, ils savent que la logique de Trump, c'est je mets une pression maximale contre l'Iran, ce qu'il a voulu faire en 2018, par des sanctions maximum sur le plan économique, pour que l'Iran, aux abois, accepte de tout négocier, de tout céder sur la question nucléaire. On sait bien que le régime iranien, il ne raisonne pas comme ça. Donc s'il fait ça, il y a un risque de guerre. Les Iraniens, pour répondre à votre question, ils veulent éviter cette guerre. Donc s'il y a possibilité de négocier directement avec Trump, je pense qu'ils vont la saisir. C'est la clé du conflit, ça, la question du nucléaire. Hugues, la question du nucléaire iranien, elle est au cœur de tout ça et elle pourrait tout résoudre si négociation il y avait. C'est l'une des nombreuses et très complexes clés de ce très complexe Proche-Orient et Moyen-Orient. Mais il y en a d'autres. Il y a la question de la représentation palestinienne, qui est lancinante. Que faire de l'autorité palestinienne? Est-ce qu'elle est encore légitime ou pas? Est-ce qu'elle est crédible ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour si on considère qu'elle est légitime, notamment pour gouverner Gaza demain, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui redonner un peu d'air? Est-ce qu'il faut organiser, par exemple, aussi un jour des élections? On attend quand même, et que ce soit à Gaza, et que ce soit en Cisjordanie occupée, des élections depuis de très nombreuses années. Hein. Voilà, il n'y a pas eu d'élections, je crois, depuis 15 ans, ou à peu près, 15-17 ans de mémoire. Donc, il y a énormément de choses à régler de ce côté-là aussi. Donc oui, l'Iran est une clé, mais il y a d'autres clés à essayer à trouver. Younes Belfella, justement, sur cette question de l'autorité palestinienne, où en est-elle? Est-ce qu'elle pourrait, je ne sais pas, renaître de ses cendres? Est-ce que ça vous paraît exagéré comme... Non, je crois qu'il y a un besoin de changement de l'autorité palestinienne, au moins par rapport à une nouvelle génération de dirigeants. Je crois qu'il y a des noms qui circulent chez l'Occident et principalement chez les Américains et même chez les États arabes pour faire un remplacement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut voir aussi la nouvelle politique américaine, c'est-à-dire il y aura certainement le retour de ce qu'il appelait Donald Trump les accords d'Abraham. Donc forcément, c'est des accords de paix qui peuvent bien évidemment encourager de la paix entre les pays arabes et Israël. Mais ce qui s'était passé dans la première version, c'est qu'il y avait une négligence totale de la politique palestinienne. Ce qui a, en quelque sorte, poussé à avoir le 7 octobre, parce qu'il faut rappeler que le 7 octobre, c'était quand même une réaction de Hamas contre un accord envisageable entre l'Arabie saoudite et Israël. Maintenant, de la part des Iraniens, je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. La possibilité d'avoir un nouveau champ de bataille dans une autre région, notamment le Yémen, que je le vois très stratégique pour les différentes parties. Là, il y a quand même un conflit entre les Houthis et entre le Conseil de transition de Sud. Donc, ça peut aussi être une région de transition, de tension entre les différentes parties en attendant un accord avec les Iraniens. Deuxièmement, c'est que de la part des Américains, d'un point de vue très stratégique, isoler l'Iran, faire de la pression sur l'Iran, c'est en quelque sorte pousser l'Iran vers la Chine et la Russie. Et on doit rappeler quand même que l'Iran, c'est aussi un des acteurs au moins auxiliaires par rapport à ce qui se passe dans la guerre en Ukraine. Et ça, c'est aussi un élément qu'il faut le prendre en considération. Maintenant, sur la question du nucléaire,
Je crois, et je vais dire d'une façon très claire, on est déjà en retard. Je crois que toute la région du Moyen-Orient, elle est en inflation militaire. Et tous les pays sont en train de préparer leurs projets nucléaires. Si je vois l'Inde, le Pakistan, Israël, peut-être demain l'Égypte ou la Turquie, maintenant la question qui va se poser par la suite, c'est l'utilisation de ce nucléaire. Mais l'armement nucléaire, je crois qu'on est déjà en retard. Thierry Coville, vous confirmez? Alors, vous allez modérer. Il y a des inquiétudes, mais l'Iran a toujours assigné le traité de non-prolifération des armes nucléaires donc dans les années 60. C'est le fameux accord de 2015 qui engage l'Iran et la communauté internationale que le programme nucléaire iranien reste civil. Il n'est pas complètement mort. Donc on aura une partie de la réponse à cette question dans les prochains mois. On va voir si du côté iranien, il y a un espoir que Trump est capable de négocier directement avec les Iraniens. Alors, ou pour faire renaître cet accord de 2015, ou pour trouver un autre modèle qui permet de garantir que le programme nucléaire iranien reste civil. J'aimerais qu'on revienne à ce cessez-le-feu en cours au Liban, à Beyrouth. Patricia Coder est toujours avec nous. Comment les Libanais, puisque c'est le premier jour de cessez-le-feu, vous nous avez dit tout à l'heure, il est plus de 16 heures à Beyrouth, c'est ça si je ne me trompe pas. Comment les Libanais envisagent-t-ils les prochains jours et l'avenir de manière générale depuis qu'on ne tire plus? Déjà, il y a beaucoup de reconstruction. Juste avant de répondre à la question, là, il y a une information du porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne, d'Avichai Adroaï, qui demande aux Libanais du Liban Sud, qui dit qu'après Litanie, qu'au sud de Litanie, on va instaurer un cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre de 17h jusqu'à 7h du matin. Donc voilà, l'armée israélienne est toujours là-bas, donc elle est toujours au sud. À l'instant, cessez-le-feu. Patricia Coder, vous parlez d'un couvre-feu. Un couvre-feu. Voilà. Ouais, non, j'aimerais qu'on soit clair. Ouais, merci. Un couvre-feu. Je suis désolée. Un couvre-feu au sud du Litanie. Elle rappelle que voilà, nous, on a donné une liste de villages où vous ne pouvez pas vous approcher. Ce sont évidemment les villages qui sont limitrophes d'Israël. Ce sont les villages qui sont sur la ligne bleue où les gens ne peuvent pas rentrer. Et elle dit que vous ne pouvez en aucun cas franchir la ligne du Litanie, c'est-à-dire du nord au sud, la nuit. Donc là, ça vient de tomber. Comment on se prépare pour les jours à venir? Il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer dans leur village. Déjà, pour la Beka, le problème du sud du Litanie ne se pose pas parce que c'est dans le centre du Liban. Donc, les gens dans la Beka sont rentrés. La banlieue sud, ils rentrent. Pour les gens du Liban Sud, moi, je pense personnellement, parce que les villages sont vraiment, vraiment rasés, il y a une quarantaine de villages qui ont disparu. Je pense qu'à un moment, les gens vont se redéplacer dans la zone limitrophe de Litanie, mais pas dans la bande frontalière. Et ça risque de durer beaucoup de temps parce que le Liban est un État qui n'a pas les moyens maintenant de reconstruire. En 2006, on avait compté sur l'argent de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Qatar, et l'Iran avait plus de moyens pour aider. Alors là, l'Iran n'a pas les moyens comme avant. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats sont devenus. Hassan Nasrallah en a fait deux des ennemis parce qu'à chaque fois, le chef du Hezbollah passait à la télé et il insultait les pays du Golfe. Je pense que les pays du Golfe vont maintenant mettre de l'argent au Liban si le Hezbollah n'est pas désarmé. Et là, on est devant une catastrophe humanitaire parce qu'on va retrouver des gens qui n'ont pas de maison. L'hiver est venu très rapidement cette année. Normalement, en novembre, il pleut pas, il fait pas 11 degrés au Liban. Là, les gens retournent il y a le froid, il y a la neige, ils vont faire face à ça alors qu'ils n'ont pas de maison. Donc voilà, ça c'est du côté du Liban Sud. Sur le plan politique, il y a autre chose qui se prépare et ça, on l'a vu dès ce matin, on l'a vu auprès des députés druzes du PSP qui ont appelé aux accords de Taïf. Je vous rappelle que les accords de Taïf, ce sont les accords par lesquels toutes les milices ont été désarmées. Sauf le Hezbollah, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore Israël qui occupait le Liban Sud. Là, les Libanais appellent à nouveau à l'application des accords de Taïf, mais pas à la 1559, qui est très provocatrice vis-à-vis du Hezbollah, parce qu'elle avait été adoptée en 2004. Donc là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de sunnites qui vont appeler à ça, qu'il y aura des chrétiens qui vont appeler à ça. De leur côté, le Hezbollah, aujourd'hui, le porte-parole du Hezbollah a dit, nous, on est avec le dialogue avec les autres Libanais et on va protéger les institutions. Merci Donc, beaucoup. voilà. Merci Patricia Coder de nous faire vivre, de témoigner de ce qui se passe actuellement au Liban, de nous faire vivre ce cessez-le-feu. Vous parliez du rôle de l'Iran, il y a également le rôle de la Russie qui est une question par rapport à ce conflit. À l'instant,
Moscou salue le cessez-le-feu au Liban et espère qu'il fonctionnera réellement. Donc c'est la diplomatie russe qui s'exprime. Thierry Coville, peut-être un mot sur le rôle joué par la Russie. Comment elle regarde ce cessez-le-feu, la Russie, maintenant? Est-ce qu'il y a... Je pense qu'ils sont contents qu'il y ait un cessez-le-feu, mais comme ça a été très bien dit tout à l'heure par mon voisin, effectivement, il y a une alliance très très forte maintenant entre l'Iran et la Russie. Et j'ai envie de dire, de nouveau, alors, je ne mets pas tout sur la faute de Trump, mais il est très clair que quand il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018, il a mis une pression maximale contre l'Iran. L'Iran s'est tourné vers qui? Vers la Chine, qui est devenue un grand partenaire économique. C'est la Chine qui achète tout le pétrole iranien quasiment aujourd'hui. Et militairement vers la Russie. Donc effectivement, il y a une alliance qui change le jeu par rapport au premier mandat de Trump. Il y a vraiment une alliance très forte actuellement sur le plan militaire entre l'Iran et la Russie. On parle de diplomatie, on va parler de diplomatie française également, puisque le Quai d'Orsay s'est félicité de ce cessez-le-feu par la voix de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui était notre invité ce matin. Écoutez. D'abord, je voudrais dire que cet accord, c'est le fruit d'un travail d'arrache-pied qui a été mené depuis de longs mois et que c'est un succès pour la diplomatie française et que nous pouvons en être fiers. Parce que cet accord, il vient mettre fin à une véritable tragédie qui a coûté la vie à près de 4000 personnes, qui a poussé près d'1 million de personnes à quitter leur foyer, à plonger dans une précarité absolue et une tragédie qui menaçait l'existence même du Liban. Inès Belfela, on vient d'entendre Jean-Noël Barrot. Est-ce que c'est vraiment une victoire diplomatique française, ce cessez-le-feu au Liban? Moi, de toute façon, je trouve que c'est très excellent de la part de la France de mettre un effort très considérable par rapport à cet accord. Même si que voilà, Israël elle a fait tout pour suspendre le rôle français de cessez-le-feu. On sait parfaitement ces derniers mois, il y avait quand même des tensions diplomatiques entre la France et Israël. C'était manifestement fait par Israël pendant la visite du ministre des Affaires étrangères en Israël. Je trouve que quand même de la part de la France, c'est un point de retour très intéressant dans la région du Moyen-Orient. C'est un acteur qui est très respectable de la part des pays arabes. Et je trouve que c'est un élément qui peut bien évidemment renforcer la politique étrangère française dans cette région. Certainement parce qu'on rappelle quand même l'accord nucléaire. La France, elle a joué quand même un rôle très important en 2015 pour avoir l'accord nucléaire. Je crois que c'est une occasion intéressante pour revenir ou redorer le blason, cette diplomatie française dans la région du Moyen-Orient, avoir une politique française pour le Moyen-Orient à travers des rôles de médiation, de résolution, à travers des soutiens, surtout au niveau humanitaire dans cette région. Et certainement, ce qui peut bien évidemment changer quand même le visage du Moyen-Orient, parce que le leadership américain, il a montré quand même ses faiblesses, et on sait parfaitement qu'il y a une infiltration de la part de la Chine et de la Russie dans cette région. Il faut rappeler que la Chine, certainement, c'est le premier partenaire de l'Iran, et c'est également le premier partenaire économique et commercial des pays du Golfe. Et donc, on a besoin quand même d'un autre acteur avec bien évidemment des valeurs occidentales qui vient pour équilibrer en quelque sorte l'image et la situation dans le Moyen-Orient. Hugues, est-ce qu'on en sait plus sur le rôle joué par la France dans ce cessez-le-feu au Liban ? La France a une certaine influence au Liban, tout le monde le sait. Alors même si on n'est plus dans les années Mitterrand, lorsqu'il s'agit d'évacuer donc Yasser Arafat et l'OLP, on n'est plus non plus dans les années où Jacques Chirac était le meilleur ami de Rafik Hariri. Je le rappelle, c'était le Premier ministre libanais qui a été assassiné par les Syriens, mais quand même. Il y a quand même une influence et apparemment, dans ce comité de pilotage qui est chargé de vérifier si ce cessez-le-feu est bien mis en œuvre, le rôle de la France était refusé par Netanyahou parce que Netanyahou était très, très énervé par le fait que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ait dit bien voilà, la France va appliquer le droit international, tout cela évidemment en rapport avec le mandat d'arrêt donc délivré contre Netanyahou pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité. Donc elle conserve un rôle, bon évidemment par rapport à l'éléphant états-unien, oui. C'est un petit peu limité bien sûr, chacun a sa place d'une certaine manière, mais c'est plutôt à mettre au crédit de la France, effectivement, c'est cette volonté de faire aboutir la paix, ou en tout cas une paix fragile au minimum au Liban.
En tout cas, est-ce que ça serait susceptible de redorer le blason de la France qui avait été un peu terni après l'explosion du port de Beyrouth en 2020? Est-ce que ça pourrait réchauffer les relations entre la France et le Liban et surtout la population libanaise? Je crois que le grand problème après l'explosion du port, c'est que l'initiative française, elle a trouvé un blocage de la part de Hezbollah. Et c'est pas le même Hezbollah d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes rapports de force. Donc certainement, il y a une opportunité pour avoir quand même un poids, une influence au niveau de la politique libanaise. Déjà pour élire un président, avoir un nouveau gouvernement et surtout de soutenir l'armée libanaise à avoir ses responsabilités militaires et sécuritaires dans ce pays. Maintenant, ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que, et ça je trouve que c'est le grand problème et c'est toujours le grand blocage de la politique française dans le Moyen-Orient, c'est qu'elle est toujours une politique qui est normalement influencée, voire entravée par des puissances occidentales. Soit les États-Unis, soit l'Union européenne qui n'arrive pas à mettre un grand soutien, surtout sur la partie financière dans cette région. Mais normalement, les relais d'influence sur le plan historique, politique, culturel, linguistique sont normalement là pour, bien évidemment, redorer le blason de cette politique. On va poser tout de suite la question à Patricia Coder, rapidement, Patricia Coder, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement écoulé. Mais est-ce que la France a encore une influence au Liban et est-ce que le rôle qu'elle aurait pu jouer qu'elle a joué dans ce cessez-le-feu est reconnu, salué par la population libanaise? Nous aimons profondément la France. Les Libanais aiment profondément la France et on tient à notre bilinguisme, on tient à la culture française, on tient à beaucoup de choses. La langue est toujours un véhicule de beaucoup de choses sur le plan culturel. Mais pour nous, la France a beaucoup changé depuis l'explosion du port. Je ne sais pas comment la France pourrait faire pour qu'on sente vraiment qu'elle nous aime comme nous, on l'aime. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage sincère. Merci Patricia Coder. Vous êtes journaliste indépendante basée à Beyrouth. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour témoigner du cessez-le-feu qui a commencé ce matin, qui est entré en vigueur ce matin au Liban. Merci à vous, Younes Belfella. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, je le rappelle. Et merci à vous, Thierry Covid, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Et merci, Hugues, de nous avoir accompagnés.